Bonsoir à tous, bienvenue dans le Ciné-Club d'Isabelle. J'espère que vous allez bien. Comme chaque semaine, pour répéter un petit peu le concept de ces conversations, j'ai eu envie de mettre à l'honneur un comédien belge que je considère qui a énormément de talent et que je connais depuis longtemps. Et donc cette semaine, nous avons la chance d'avoir avec nous Denis Mpunga, qui est une star, comme je disais dans la présentation, que je connais également depuis très longtemps et qui a un parcours phénoménal. Bonsoir Denis, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien, ça va bien. Tutto bene. Tutto bene. En tout cas, encore merci d'avoir accepté cette invitation. Quand j'ai eu l'idée de faire ces conversations, tu étais dans les premiers sur ma liste et je me suis vraiment dit, Denis, c'est quelqu'un que je veux vraiment mettre à l'honneur parce que il a un parcours exceptionnel. Tu es un peu notre Gérard Depardieu. Et je savais que ça te ferait rire. Et je me suis dit, c'est important que les gens qui ne te connaissent pas te connaissent et ceux qui te connaissent déjà, te connaissent un peu mieux parce que je suis sûre que tu as des millions de choses à raconter. Évidemment, aujourd'hui, on va pas pouvoir tout raconter parce que tu as un parcours très long et qu'on a un temps limité, mais en tout cas, c'est déjà super que tu sois là et que tu nous donnes un petit peu de toutes ces anecdotes. Voilà. Et pour commencer, je voulais donc savoir, donc tout au béné, tu as dit, mais par rapport à la situation qu'on vit, comment te sens-tu? La situation qu'on vit, on va la traverser. De toute façon, je crois que l'humanité a toujours traversé des choses. Peut-être que cette fois-ci, c'est la planète en même temps, mais j'ai vraiment confiance en l'humanité. On le traversera. Je vais dire, voilà. Je suis très confiant, en fait, pour le futur. Mais il faut qu'on tire les leçons de ce qui nous arrive. Oui, Mais tout à fait. je me sens bien, franchement. Bien sûr, j'ai perdu des amis. Bien sûr, il y a Ah des bon? morts. Ah oui, bien sûr, bien sûr. C'est une réalité qui est là, et, due à ça. Mais au-delà de ma tristesse, je garde les souvenirs que j'ai gardés, que j'ai des choses qu'on a passées ensemble, des bons moments. C'est ce qui nous reste. Et c'est un peu comme les soleils qui disparaissent pour mieux donner leurs rayons solaires. Donc c'est une réalité qui est là, monde à Oui. travers. Oui. Oui, mais en tout cas, sincères condoléances pour les personnes que tu as perdues. Et c'est vrai que c'est une réalité pour nous tous, surtout ce deuxième confinement qui nous a confrontés encore plus avec la maladie. Mm. Mais oui, comme tu dis, la vie continue et on doit continuer d'espérer, on doit continuer d'avancer. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais organiser ces conversations, parce qu'effectivement, le milieu artistique et culturel a été mis un peu sur le côté et je me suis dit c'est important quand même que les acteurs, les artistes en général se sentent écoutés et je pense que vous avez vraiment énormément de choses à dire et c'est une façon à mon humble niveau de permettre une conversation avec un comédien chaque semaine pour entendre un peu des messages et puis des messages d'encouragement, des messages d'espoir. Donc, merci encore une fois. Je voulais un peu connaître ton parcours, mais avant ça, je voulais quand même, comme à chaque conversation, je vais expliquer comment on s'est rencontrés. Donc, pour la genèse, en fait, tu avais demandé à ma sœur Suzy, ma grande sœur, de participer à une publicité pour la loterie zaïroise à l'époque. Et donc, c'était une pub où Suzy, ma sœur, devait faire comme si elle avait gagné et à la fin, elle te fait une bise sur la joue. Enfin voilà, c'était une pub assez dynamique. Tu jouais des percussions dans cette pub. Et donc voilà, à l'occasion, je pense que tu es passé à la maison et c'est comme ça que je t'ai rencontrée. J'étais assez jeune, j'étais adolescente. Et alors un peu plus tard, comme je t'expliquais aussi en off, je suis Catherine, donc la mère de tes enfants, a donné des cours de danse africaine à Liège dans les années 80. Et je suis allée assister à un cours de danse et c'était chez Sheila, donc à Liège, pour ceux qui connaissent. Et quand je suis arrivée, j'étais la seule noire en fait du cours, donc c'était bien drôle parce que j'étais pas sûre que j'étais au bon endroit. Et donc voilà, ça c'est le deuxième souvenir que j'ai de vous deux. Et alors bien plus tard, bon, on s'est recroisés évidemment, mais plus tard, j'ai travaillé au Varia pendant 2 saisons comme relation publique, et donc on a eu l'occasion de se côtoyer pas mal aussi. Mais on va reparler du Varia parce qu'évidemment,
prend une place très importante dans ton parcours. Donc voilà, raconte-nous un petit peu ton parcours. Donc tu as étudié à Liège 2 et voilà, tu es devenu musicien. Peux-tu nous détailler un peu tout ça? Oui, en fait, je suis arrivé en Belgique à l'âge de 13 ans, amené par mon grand frère Pierre, qui étudiait à Liège et qui était parmi les premiers intellectuels congolais à venir étudier ici en 1962, donc 2 ans après l'indépendance. Et quand il a fini sa licence en administration des affaires, il est rentré au Congo, enseigné à Lubumbashi comme assistant, puis il est revenu pour faire son doctorat. À ce moment-là, il m'a pris avec lui comme enfant sous tutelle pour étudier. J'avais 13 ans et alors j'ai d'abord habité à Cointe où j'ai étudié à l'école communale du boulevard Cleyer et après j'ai fait l'école à Zinel pour ceux qui connaissent Liège. Il n'y avait que 4 ans. Il fallait terminer ailleurs les humanités. J'ai terminé à Liège 2. Et alors, après ça, j'ai suivi une année d'informatique, puis la psychologie. Ce qui m'intéressait très fort dans la psycho, j'adorais les cours de comportement animal, par exemple. Mais je me suis pas, très vite, j'ai senti que ces cours m'intéressaient, mais que je ne me voyais pas devenir psychologue, alors que la psychologie m'intéressait. C'est plus tard, en fait, que j'ai rencontré un ami, Fabrizio Borini. Il était fou de percussions, mais on n'avait pas d'instrument. Il trappait sur des casseroles. On a commencé à improviser dans la rue des casseroles. Puis un bon jour, on tombe sur Jean-Luc Slock, qui était un musicien qui construisait des instruments de percussion, qui travaillait aux jeunesses musicales, qui dit ouais, mais moi je cherche des gens avec qui percuter. Il faut se rendre compte qu'on est né en 1979, 79 pour les Français, et que les percussions ne sont pas encore connues. Il n'y a pas encore de groupe qui donne des concerts rien que de percussions. Il y avait juste peut-être Nougaro qui avait dans un de ses titres joué dans Locomotive d'or, on entendait un peu le bruit des percussions. Il y avait Gainsbourg aussi, un petit peu. Oui, mais peut-être à la même époque à peu près, mais l'instrument, les percussions n'étaient pas encore très, très, très connus dans le monde à ce moment-là. Mais dans les années 80, il faut se rendre compte que ça devenait l'instrument le plus vendu dans le monde. Peu après, on commence à jouer avec Jean-Luc Fabricio. On joue un 15 août miracle sous la fenêtre d'un certain Caïs Rostom, qui est un percussionniste tunisien qui entend des percussions dehors, dit c'est quoi ça? J'ai toujours cherché des groupes. Et il a rejoint le groupe et c'est comme ça que le Goma Percussion a commencé. Donc j'ai vraiment commencé par la percussion. Et en fait, excuse-moi de t'interrompre, Denis. Caïs, c'est le nom de ton fils. Est-ce que c'est en lien? D'accord. C'est en lien. J'ai fait comme on fait en Afrique, c'est que quand il y a un ami très cher et qu'on a un enfant, bon, on lui donne son prénom. D'accord. C'est exactement fait. Et alors, c'était pas facile d'ailleurs pour faire accepter le nom Caïs à l'époque ici. Il fallait que je montre qu'il y avait effectivement, ça existait au Maghreb. J'ai dû aller à l'ambassade du Maroc pour chercher, prouver à la ville de Liège que ce nom existait. Aujourd'hui, ça nous semble, c'est un peu rigolo, mais à l'époque, effectivement, mon fils pour l'appeler Caïs. Et c'était vraiment un souvenir de cet ami musicien. Et le théâtre est venu plus tard, mais sur le plateau. Mais en fait, le théâtre est venu avant la musique d'une manière un peu particulière. J'étais très, très, très timide quand j'étais petit. Et ma belle-sœur qui m'élevait, donc la femme de mon frère, a remarqué que chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient à la maison, je leur disais bonjour, bonjour, puis j'ai filé dans ma chambre. Elle a remarqué que j'allais chaque fois me cacher. Et mon frère m'a dit, mais j'ai appris que ton prof d'histoire donne un atelier de théâtre tous les mardis soirs. J'étais inscrit. Tu vas aller au théâtre. J'étais terrorisé. Et puis je suis allé dans cette cave et ils ignoraient par là qu'ils ouvraient une porte pour moi de liberté incroyable. C'est comme ça que le théâtre est arrivé, mais plutôt comme outil, comme hobby, puisque j'ai commencé à gagner ma vie en fait avec Goma Percussion. Puis après, il y a eu plein de monde. Ken Jai est arrivé, Sidiki Kamara, mais ça, c'est encore tout à fait une autre histoire. Mais voilà, en gros, mon parcours où je passe de la musique puis au théâtre. Oui. Et donc, évidemment, tu as un parcours incroyable à tout. Comme j'ai oublié de présenter, évidemment, Denis, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, tu es acteur, metteur en scène, auteur, musicien, etc. Et donc, coach. Et donc, évidemment, on va essayer de retracer un peu tout ça. Donc, pour parler un peu du cinéma, pour commencer par le cinéma, puisque je passe par le Ciné Club d'Isabelle, donc je vais un peu mettre l'accent sur le cinéma. Tu as travaillé avec
les frères Dardenne, d'abord dans un film qui s'appelle Je pense à vous, c'est ça? Et ensuite, tu as fait la musique de La Promesse. Comment s'est passée la rencontre avec les frères Dardenne? Ben, les frères Dardenne, c'est des Liégeois, donc c'est des gens que je connaissais. Et d'ailleurs, je travaillais avec Jean-Marie Billy au Théâtre Musical Possible, où j'ai travaillé pas mal en jeune public. Et il s'est fait que Jean-Marie Billy a épousé Marie-Claire Dardenne, qui est une des sœurs Dardenne. Donc, on se connaissait. Je veux dire, ça s'est passé tout à fait naturellement. Et ce qui est assez intéressant à ce niveau-là, c'est ce rapport qu'a la Belgique avec... il n'y a pas des star system en Belgique. Et Oui, j'aime bien ça. Les gens sont là, ben, on peut les rencontrer quand on veut, même si on tourne, tous nos films se voient à travers la planète, on reste des humains, tout simplement, quoi. Donc, ça s'est fait tout à fait naturellement. Il faut savoir aussi que la promesse, on me dit souvent que j'ai fait la BO. Ce qui se passe, c'est qu'ils ne voulaient pas des sons dans leurs films. Sauf à un moment oui. où la personne est sur une échelle en train de faire des travaux et écoute un morceau à la radio. Ah, Et oui. ce Donc, sans morceau, vouloir spolier, c'est le moment fatidique, en fait. voilà, Le voilà, exactement. basculement du film. OK. Et mais sinon, bon, les rencontres se sont faites tout à fait naturellement à la liégeoise. Oui, c'est ça, je vois très bien. Mais c'est vrai que les frères Dardenne sont super sympas et super accessibles, donc j'imagine tout à fait comment ça a pu se passer. Et donc, je vais un peu basculer. Donc, tu as joué dans plein de films, mais il y a eu quand même Dead Man Talking de Patrick Ridremont, qui a été aussi un moment très important dans ta carrière professionnelle. C'est un très beau film que moi j'ai beaucoup aimé. Et donc, et pour ce film, donc tu jouais le rôle de Julius Lopez, le gardien, et tu as été nominé pour un Magritte du meilleur acteur dans un second rôle. Donc voilà, peux-tu nous parler un peu de cette expérience dans Dead Man Talking et ce que ça t'a fait d'être nominé pour un Magritte que tu aurais dû avoir entre nous? Alors, Patrick Ridremont, on se croisait depuis longtemps. Et puis, il y a tout un temps, on ne s'est plus vu parce que, bon, voilà, chacun continue sa vie. Et puis, il m'a appelé un jour en disant, j'ai écrit un film et un rôle. Et en écrivant ce rôle, j'ai pensé à toi. Ça m'a vraiment touché parce qu'effectivement, c'est quelqu'un de très sensible et quelqu'un de très franc. Il ne dit pas les choses, il n'est pas dans une forme de superficialité. Il dit les choses parce qu'il les vit vraiment comme ça. Est-ce que tu aurais du temps pour participer à ces films? Est-ce que ton temps te le permet? Voilà, les dates étaient déjà calées. Et quand j'ai lu, d'abord je me suis dit, ça m'a touché comme démarche. Et puis, c'est-à-dire que le rôle m'a plu dans le sens où, bon, depuis notre naissance, on part de la vie, on va aller vers la mort. C'est difficile dans notre culture d'accepter ça. Parce qu'avec la modernité, on veut toujours, que ce soit la publicité ou n'importe quoi, on part de la vie, on a part de la vie. Mais on ne part jamais d'un moment donné, il faut accepter qu'on est juste de passage là et qu'un jour on va s'en aller. Et il y avait quelque chose de ces gardiens qui gardent quelqu'un qui va mourir, où il fallait créer un lien, mais pas trop, parce que la personne allait partir. Et cette personne, ça aurait été plus simple qu'elle parte tout de suite, qu'elle soit condamnée à mort, j'ai fait mon travail et elle s'en va. Eh bien non, cette personne trouve un problème juridique parce que les derniers mots qu'un condamné peut dire, personne n'a précisé combien de temps ça devait durer. Et il trouve une faille, et ça m'a plu parce que c'est un petit détail. Une faille, on n'a pas déterminé en avance la longueur du dernier mot qu'un condamné peut dire. Et c'est là-dessus que notre relation va se construire. Et qu'à un moment donné, cette relation va être insupportable parce que cette personne, quelque part, je l'accompagne vers la mort et en même temps, je commence à m'y attacher. Comment est-ce que je vais, moi, accepter de rester de ce côté-ci pendant que je la bascule de l'autre côté? Et c'était très intéressant de travailler à l'intérieur. J'ai dit toujours, quand on va à un enterrement, on pleure la personne qu'on vient de perdre, mais on pleure aussi nos propres morts. Bien C'est clair, sûr. chaque fois qu'il y a ces silences-là, c'est ces deux choses-là qui se mélangent. Notre vie, nos morts et le mort qu'on vient de perdre. Et ce rôle m'a touché à ce niveau-là.
Oui. Alors, je vais te confier quelque chose. Quand je suis allée voir le film, je l'ai vu à Liège au cinéma Churchill et Patrick Ridremont organisait plusieurs visions. Il assistait à plusieurs projections et donc j'étais allée à une de ces projections et après la projection, je lui avais demandé pourquoi il t'avait choisi pour le rôle et il m'a dit tout simplement parce que c'est le meilleur. Et j'étais hyper touchée. C'est comme si c'était à moi comme s'il parlait de moi. J'étais hyper fière en fait. Je me suis dit, ah, ça fait plaisir déjà aussi parce que ça veut dire qu'il te voit comme un acteur, il te voit pas comme un noir, il se dit pas, j'ai besoin d'un acteur noir, je vais prendre Denis, ou j'ai besoin d'un acteur et je vais pas prendre Denis parce qu'il est noir. Donc, il te voit juste comme un acteur et ça fait vraiment plaisir et je trouve que c'est un beau témoignage aussi. Voilà, ça prouve que il voit d'abord ton talent, il se dit pas, oui, mais je peux pas le prendre lui parce que ceci, parce que cela. Et ça, je trouve que c'était touchant et voilà, et ça transparaît dans le film parce que c'est vraiment un très beau film. En préparant la rencontre ici, j'ai lu qu'il s'était inspiré de entre guillemets du thème du Christ en fait, par rapport au fait que c'est la question voilà de la vie, de la mort, etc. Euh, voilà, je voulais juste partager ça avec toi. Et alors par rapport à ta nomination au Magritte, comment t'es-tu senti quand tu as su que tu étais nominée? Oui, alors, c'est nouveau pour moi. Je vais dire, je pense qu'effectivement, le cinéma est très populaire. C'est très intéressant. Il y a toute une série de choses, des rituels, je vais les appeler comme ça, qui sont mis en place pour effectivement pouvoir mettre certains talents en lumière. Et c'est toujours agréable, cela. Mais cela ne doit jamais nous faire oublier que le travail quotidien d'un acteur reste de, à chaque film, on redynamise quelque chose. Parce qu'on ne sait pas si on va y arriver. De trouver cette justesse-là. Donc, ça ne doit jamais euh, nous faire oublier ça. C'est qu'on n'est jamais que des gens, et c'est ça que j'aime bien dans l'art, c'est que l'art, d'une manière générale, ce qui m'intéresse dans l'art, c'est que ça fait reculer les frontières mentales. Et Oui. donc, juger aussi. Je crois que c'est pour ça que j'ai fait ce métier. Je ne pensais pas ça quand j'avais 20 ans. Mais aujourd'hui, avec les reculs, c'est ça qui m'intéresse dans l'art. Donc, on ne doit jamais oublier qu'on n'est pas sœur de ça. On n'est jamais... Nous prêtons notre corps à un rôle, mais nous ne les devenons pas. Et même si on nous applaudit, c'est une partie de nous qu'on applaudit. Mais Oui. restons humbles. Bon, je vais quand même te lancer quelques fleurs parce que tu as fait pas mal de films que les gens ont vus. Donc j'ai Au nom du fils de Vincent Lano, j'ai Marguerite, super film de Xavier Giannoli avec Catherine Fro, mais il y a aussi Sophia Lebout, notre chère Sophia, et il y a L'Ascension de Ludovic Bernard où tu joues le père de Ahmed Silla. Il y a Lola vers la mer de Laurent Micheli. Il y a Antoinette dans les Cévennes avec Laure Calamy, Laure Calamy, la comédienne de 10%. Et donc, du coup, ça nous amène à la série 10%. J'étais hyper étonnée de te voir dans l'épisode avec Norman. Et encore une fois, très fière. Je me suis dit, ah, génial, Denis dans 10%, c'est quand même une de mes séries préférées. Donc, j'étais vraiment contente. Comment s'est passé le tournage pour toi? Ah ben, les tournages, c'est très bien passé parce que ce qui était intéressant dans cette série-là, c'est que les gens ne se prennent pas au sérieux en fait. Voilà, on est là vraiment, c'est très ludique parce qu'on parle de notre métier en fait. Oui, Et ça, c'est très intéressant parce qu'effectivement, c'est un film sur notre métier de cinéma et on parle des gens qui sont là pour vendre les autres quelque part oui, pour intéresser les producteurs à prendre tel ou tel. Et le tournage s'est très bien passé parce que la série en elle-même, comme on parle de notre métier, bah, on ne peut pas le faire très sérieusement. D'ailleurs, on dit dans notre métier qu'on joue. On ne oui, travaille pas, on joue. Mais pour bien jouer, c'est beaucoup de travail. oui. Mais on s'amuse vraiment beaucoup de recommencer plusieurs fois la même chose. Et on rajoute un petit détail et les acteurs sont formidables. Et en plus, comme ils amènent une dynamique quand tu es dans une série et qu'ils sont là permanents, ils ont déjà, ils tiennent leur truc et ils sont contents de venir partager avec un autre acteur qui fait une apparition. C'est vraiment très, très chouette, quoi, la dynamique que ça amène, quoi.
Mais oui, c'est ce que Grégory Montel disait effectivement à des personnages. Il disait que pour lui, c'est rentrer dans des chaussons. En fait, il est vraiment à l'aise, il connaît bien l'équipe, etc. Et donc, par rapport aux autres films que j'ai cités, est-ce qu'il y a une anecdote ou un souvenir particulier que tu as envie de partager avec nous, une rencontre qui t'a particulièrement marqué? J'ai beaucoup apprécié la rencontre avec Catherine Fro pour le tournage de Marguerite. On est resté 3 mois euh, à Prague, dans cette belle ville. On a tourné à Prague parce que le Prague de maintenant ressemble au Paris de 1920. Oui, c'est ça, Art Nouveau, Art Nouveau en fait. Hein. Ouais. Mhm. Et tout ça. Et c'est quelqu'un de, il faut prendre le temps de la rencontrer. Voilà, si on est pressé ou et les choses vont se passer tout doucement. Il faut être à l'écoute, tout doucement. Et puis voilà, j'ai découvert quelqu'un de formidable au niveau de l'humanité, quoi. Mais voilà, mais il n'est pas nécessairement accessible tout de suite, quoi. Mais et là, c'est franche. Elle dit les choses simplement. On le prend bien ou on le prend mal, mais elle a dit les choses avec beaucoup de délicatesse, mais c'est dit. On sait sur quel terrain on est. Et j'ai vraiment découvert quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup apporté. Tout à fait. Ah, c'est super. En tout cas, merci de partager ça avec nous. C'est vrai que Catherine Fro est quand même très appréciée. Voilà, elle a joué dans de nombreux films que les gens ont beaucoup aimés. Et donc, c'est vrai que ça va dans la direction de ce qu'on imagine d'elle de toute façon. Et une autre Donc, anecdote, peut-être, si tu veux bien, oui, bien sûr. euh, qui me revient, mais c'est pas dans le film que tu as cité. J'ai tourné il y a plusieurs années en Tunisie un film qui s'appelle Sieste grenadine, Oui. de Mohamed Ben Mahmoud. C'était assez intéressant. J'ai joué le rôle avec mon ami Kaïs Rostom, justement. On était des musiciens dans un film et, euh, et on travaillait avec 2 musiciens gnawa. C'est Mhm. en Bali, on dit en Tunisie, mais c'est la même chose de confrérie. Donc, c'est ces musiciens qui travaillent, de ces confréries qui sont liées à l'histoire de l'esclavage Tout à fait. et qui ont développé toute une série de musiques et de langages très particulières. Et ils intervenaient dans le film. Et à un moment donné, au cinéma, on recommence plusieurs fois les mêmes séquences. Je crois qu'il y en a un qui dit mais c'est qui Moteur demandé? Chaque Mm. fois, on l'appelle Moteur demandé, il n'est plus là. Pourquoi est-ce qu'on doit chaque fois le demander? On ne peut pas lui dire une bonne fois pour toutes qu'il reste là. J'ai trouvé ça C'est extraordinaire. génial. Oui. Mais en même temps, il renvoyait le cinéma à son propre corps. Depuis l'on est convaincu Moteur demandé, ben, c'est évident pour tout le monde. Et ben, quelqu'un qui ne fait pas du cinéma dit ben, il faut peut-être prendre le temps d'expliquer aussi nos codes. Oui. Ils ne sont pas universels parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi on recommençait aussi plusieurs fois à la comédienne principale. Il devait lui expliquer quelque chose. Et puis on change la caméra de place, il lui explique encore la même chose. Ben, la troisième fois, il lui dit mais tu es bête ou quoi? J'étais déjà Mm. la même chose. Alors, ça peut nous faire sourire, mais ça nous renvoie toujours sur notre manière aussi de communiquer et de dire, comme si c'était évident pour tout le monde, que le cinéma, c'est ça. Il faut aussi prendre le temps que tous ces gens qu'on amène, surtout quand ils sont dans l'ère logique culturelle, de dire, tiens, voilà, dans quoi on va vous amener. C'est une sorte d'imaginaire et c'est un monde qui a ses règles. Si on ne prend Oui. pas le temps d'expliquer ça, parfois, les choses ne se passent pas exactement. Mais c'était formidable. Moi, j'aurais bien filmé ce qui se passait là, avec eux qui découvraient le cinéma, quoi. Bien, tu pourrais en faire un film. Oui, absolument. Mais justement, tu fais une belle transition par rapport à ta carrière au théâtre. Encore une fois, au théâtre, tu as aussi joué dans énormément de pièces et je ne vais pas pouvoir toutes les citer. Je vais en citer quelques-unes et puis on va aussi parler d'autres pièces par après. Il y a eu Le jour où le soleil nuit, donc dans les années 90, En attendant Godot, Dragon blanc, Edmond, La tragédie du roi Christophe, Il nous faut l'Amérique. Et alors, tu as travaillé quand même souvent avec certains metteurs en scène comme Marcel Delval ou Michel Dezoteux, qui sont rattachés, dirons-nous, au Théâtre Varia. Mais pour Marcel Delval, tu as travaillé aussi au Rideau. Et il y a ce spectacle que j'ai beaucoup aimé, que j'ai vu par hasard parce que j'étais avec une amie qui a une petite fille et j'étais allée voir le petit, alors tu vas me dire, le petit peuple de la brume. J'étais allée le voir au Jacques Franck un samedi ou un dimanche après-midi et je savais pas ce que j'allais voir, enfin un spectacle pour enfants.
et j'ai été scotchée. Je me suis dit, waouh, ces petits, ils ont une chance inouïe parce que c'est un spectacle magique. Si moi j'avais été petite comme ça, c'est un peu comme quand j'ai vu Chantal Goya à l'âge de 6 ans, ça reste magique toute la vie, quoi. Et c'est vraiment, j'ai trouvé que c'était d'une grande beauté, une grande poésie, tout en parlant quand même d'un sujet qui est pas forcément évident pour eux parce qu'ils sont tout petits, hein, ils avaient quoi, 4-5 ans, et, et j'ai trouvé que c'était voilà, que c'était un beau spectacle. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que tu parles justement du fait que voilà qu'on doit transcender, le jeu du comédien doit être transcendé, etc. Et alors, ce que j'aime bien dans ce que tu disais dans une des interviews à propos du spectacle, c'est que tu communiques d'une autre manière avec les adultes, mais qu'au final, voilà, c'est les mêmes messages universels et que voilà, on joue de la même façon pour les enfants que pour les adultes, mais d'une manière un peu différente. Oui, tout à fait. Je veux dire qu'on peut parler de tout aux enfants. Tout dépendra de la manière. Les petits peuples de la brume, c'est le théâtre du papyrus de Bernard Chemin. C'est un spectacle qu'on a créé en 2001, mais on l'a joué pendant 5 ans, puis on a arrêté 9 ans, puis on vient de le recommencer. On pourrait les jouer non-stop. Mais je pense que ça a parlé à l'enfant qui est en toi. Parce que tu dis, quand, si j'étais petite, j'aurais voulu. Mais en fait, tu as été fasciné comme si tu étais une petite. Oui, Et je pense que c'est ça. C'est Francis Blanche qui disait, on peut faire l'enfant de temps en temps, ça ne nous empêchera pas de vieillir, quelque chose de ça. oui, Mais je crois ce qui est juste, justement, c'est de pouvoir garder l'enfant qui est en nous et qui découvre le monde en grandissant. Mais il y a toujours une part de nous qui reste. Et un bon spectacle jeune public, c'est un spectacle qui parle aussi aux adultes, oui, c'est-à-dire à l'enfant qui est dans chaque adulte. Et, et c'est ça que je voulais dire par le fait que je fais pas la différence au niveau du fond. oui, Je parle aux enfants ou c'est que je parle aux adultes. C'est dans la manière, dans oui. l'approche. Peut-être différent, mais on peut parler de tout avec un enfant. Absolument. Denis, est-ce que je peux te demander de te décaler un petit peu plus vers ta droite, je crois, pour que tu sois bien au milieu, de l'autre côté, parce que sinon on voit la moitié de ton visage. Merci beaucoup. C'est de la Et régie donc, plateau aussi. Hein. Faut comment? tout, tu fais de la régie plateau aussi. Un petit peu, j'essaye, j'apprends tous les jours. En tout cas, c'est une belle, c'est une bonne école de faire des lives Facebook. On apprend beaucoup de choses. L'éclairage, le cadrage, la technique du son, etc. Et donc, pour continuer dans ton parcours théâtral, parce qu'il y a tellement de choses à dire et le temps passe très vite, tu as travaillé. Ah oui, pardon, j'ai oublié. En fait, ce que j'aime bien faire aussi, c'est faire des liens avec des invités qu'on a eu précédemment. Et donc, tu as joué, enfin, tu as travaillé sur un spectacle avec Picho. C'était par rapport à Tierno Bocard de Peter Brook. Tu as collaboré, je pense, sur cette mise en scène. Voilà, j'ai Voilà. collaboré avec Peter Brook et Marie-Hélène Estienne au moment où ils nous ont monté à Tirno-Bocard. Ils sont venus en Belgique, au Théâtre Varia d'ailleurs, notamment. On a organisé pas mal de castings, ils cherchaient des acteurs et dedans, il y avait Picho. Voilà, c'est comme ça qu'on a collaboré en fait dans, avec Peter Brook. D'accord. Et alors, avec Yves-Marie Nagnawa, qui était mon invité la semaine dernière, il y a eu la mise en scène de Atterrissage. Donc, c'est là qu'on embraye sur le fait que tu es aussi metteur en scène, que tu as été en résidence au Varia pendant longtemps. Je ne sais pas si tu es toujours en résidence ou pas. Non, je ne les suis plus, mais je l'ai été pendant une quinzaine d'années. Voilà. Et donc, voilà, là-bas, tu as monté pas mal de spectacles. As-tu envie de nous en parler un petit peu ou en tout cas de nous raconter comment s'est passée cette résidence? Oui, pendant 15 ans, ça fait beaucoup de choses. Hein, avec Yves-Marie Gnawa, Yves-Marina Gnawa, elle a joué aussi dans Il nous faut l'Amérique que j'ai mis en scène. Ce qui est intéressant, je pourrais en parler de cette manière-là, mes 15 ans de résidence au Varia, c'est de trouver une plateforme d'où je pouvais lancer des projets vers mon continent d'origine. C'est vrai que ça m'a permis de pas mal travailler en Afrique, soutenu par un théâtre qui avait des reins solides. On a travaillé les projets Les Récluses, par exemple, au Burundi pendant 2 ans, avec des femmes abusées sexuellement qui ont accepté de témoigner. Et puis, on a enregistré leurs témoignages. On a envoyé à Kofi Kwaoulé, écrivain franco-ivoirien, et qui a écrit pas mal de spectacles. Et avec le Varia et Kofi Kwaoulé, on a
monté au moins 3-4 spectacles. Euh, et donc, c'était vraiment un compagnonnage où je me sentais vraiment soutenu à ce niveau-là. Les liens avec le continent ont toujours été là, déjà par la musique, mais aussi en me disant plus tard que il y a quelque chose qui m'attache à ce continent qui est lié au fait que je pense que si l'Afrique peut amener quelque chose à la planète, c'est de cette capacité du collectif et de pouvoir jouer et travailler au-delà des communautés. Justement, à notre époque où les communautés se referment, justement, je crois que l'Afrique a cette force-là de pouvoir aller au-delà des communautés. Ce serait très intéressant et nous le verrons petit à petit je ne serai pas là pour le voir, mais je crois que c'est ce qui va se passer petit à petit. C'est que la force des collectifs, c'est pour non pas se renfermer sur soi-même, mais travailler au-delà de toutes les communautés humaines. Et ça m'intéresse très fort. Et c'est une expérience que j'ai pu expérimenter vraiment avec les théâtres Varia, à ce niveau-là, au niveau des spectacles, au niveau des recherches. Et, euh, et je pense aussi qu'effectivement, il est toujours très difficile d'expliquer à quoi ça sert l'art. J'ai dit tout à l'heure, ça reculer les frontières mentales. Mais est-ce que c'est important de reculer les frontières mentales? Est-ce que c'est essentiel? Mais je pense que tout ce qui spécifie une civilisation a toujours été lié à l'art. Il y a un moment donné où on a dit, quand est-ce que le singe est devenu homme, en fait? Il y a des historiens qui ont retrouvé que dans les premiers singes qui ont commencé à enterrer leurs morts, c'est à ce moment-là que l'humanité arrivait. Mais ces premiers singes ont en fait observé, les corbeaux le faisaient déjà. Quand il y avait un corbeau mort, on a regardé un corbeau qui creusait la terre, quelqu'un a pu voir ça, enterrer l'autre corbeau et avec ses pattes l'a recouvert. Donc vous voyez, quand on se dit l'humanité, c'est quoi l'humanité? On l'apprend de tout, de la forêt, des animaux. Les jours où on aura l'intelligence de la forêt, je crois que l'humanité peut se sortir de là. Et je crois que c'est ça la force de l'Afrique aujourd'hui. C'est qu'on va sur Mars, on va partout sur la planète, mais on n'est toujours pas capable de produire un déchet qui est biodégradable. Donc on n'est pas aussi intelligent que la forêt qui est juste à côté. Les jours où on sera là. Mais l'art, il est là pour dire ces genres de choses-là. Est-ce que c'est essentiel? Moi, je le pense. Mais on verra bien. C'est pas moi d'en juger. Après, il y a des sociétés, il y a des tribus qui pratiquent ça tous les jours, qui sont vraiment en contact avec la nature, avec la forêt et avec l'art au sens plus large. Donc, je crois que oui, effectivement, l'espoir viendra peut-être de là, du jour où on recommencera à écouter ces civilisations, ces tribus, ces contrées qui sont beaucoup plus en phase avec la nature. Oui. Et donc pour continuer donc dans ton parcours, donc on parlait de Kofi Kwaoulé justement. Tu as monté différents spectacles. Excuse-moi, je suis désolée. Donc il y a eu plusieurs spectacles de Kofi Kwaoulé et donc c'est un auteur avec lequel tu as eu vraiment envie de travailler souvent. Tu trouves que ses textes sont vraiment en phase avec ce que toi tu as envie de transmettre par le théâtre. Oui, tout à fait. Je pense que pour définir ce qui m'intéresse dans l'écriture de Kofi Kwaoulé, il m'expliquait un jour qu'il y a une fleur blanche, je ne sais pas très bien laquelle, j'ai peur de dire des bêtises, une fleur blanche magnifique, je ne sais pas si c'est les lys ou quelque chose comme ça, qui ne pousse que sur de la merde. C'est pas le lotus? Je ne saurais plus dire. Mais c'est ça notre monde. Kofi Kwaoulé, c'est ça qu'il écrit. C'est que Mm-hmm. dans notre monde, il y a tous les sordides et toute la beauté en même temps, et parfois l'un nourrit l'autre. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse dans son écriture, qui peut par moments être complexe ou incomprise, mais moi, il me touche très fort. Il a écrit une pièce qui s'appelle Les Africains. C'est un monument, cette pièce. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de la monter un jour, mais c'est mon rêve le plus... Les Africains, mais il explique. C'est comme si on ouvrait la tête d'un Africain de l'âge moderne et on refait toute l'histoire de l'humanité à partir de son cerveau. C'est comme ça vraiment que j'ai lu ce texte. J'ai dit, mais c'est un délire, quoi. Ce qu'il écrit, c'est d'une humanité incroyable. Mais c'est dur en même temps. En même temps, ben oui, c'est ça notre monde.
Bah, du coup, ça me fait penser à un autre texte. Je vais te lire un petit passage, enfin, c'est le résumé en fait. Le musicien noir nous raconte son village, ses petits bonheurs entre mère et grand-mère, sa traversée de l'océan, sa confrontation au racisme ordinaire, ses premières amours aussi, et leurs épilogues douloureux, son retour au pays et son étrange sentiment de n'appartenir en fin de compte qu'au monde de l'errance. Ça me place Donc, blague. voilà, Flash Black que tu as écrit donc en 2001 et c'est paru aux éditions Landsman. Donc ma question c'est est-ce que c'est autobiographique ou est-ce que c'est un mélange de plein de choses? Oui, on peut dire que la trame est autobiographique, mais en même temps, quand on prend des individus qui commentent le même événement 3 jours après, on n'aura jamais les mêmes détails en même temps. Même déjà quand on sort d'un film. Ouais. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est autobiographique, mais c'est pas nécessairement mon histoire. C'est déjà la fiction s'est invitée là-dedans. Donc effectivement, dans Flashback, je pars de mon voyage vers l'Europe et mon retour. Effectivement, ça c'est réel. Mais ce que je raconte dans la pièce est mêlé de plusieurs choses que j'ai entendues aussi autour de moi. Donc c'est de plusieurs vies. Ce n'est pas que de la mienne qu'il s'agit. Tout à fait. D'accord. Et donc en tant qu'auteur, tu as aussi écrit d'autres pièces. Il y a Nain et Géante, il y a Haute Pression. Tu as collaboré sur la pièce que j'ai citée au début, Le jour où le soleil nuit. Et donc ce travail d'écriture, le processus d'écriture, c'est quelque chose qui te nourrit énormément, qui t'épanouit. Bon, je peux expliquer les choses d'une autre manière. C'est vrai que le travail d'écriture, je ne suis pas écrivain, mais quand parfois il y a des choses dont je veux parler, que je ne les trouve pas toutes faites ou écrites dans un livre, dans une pièce, alors je me lance dans l'écriture pour les dire à ma manière. Mais aussi, ça vient de quelque chose de plus profond que ça que j'ai découvert dernièrement. Quand je suis arrivé en Belgique, je me suis rendu compte qu'on nous mettait souvent dans des tiroirs. Soit tu peux faire du théâtre, soit, et tu vas dans un conservatoire pour ça, soit tu vas faire de la danse, autre chose, soit tu vas faire de la musique. Mais moi, j'avais envie de tout embrasser, j'avais envie de toucher à tout. Et je crois que c'est probablement pour ça, c'est une des raisons qu'aujourd'hui je comprends que j'ai arrêté la psychologie, qui m'intéressait comme matière, mais j'avais pas envie de m'enfermer, j'avais envie de toucher à plein de choses. En me disant, on n'a qu'une vie, je vois pas pourquoi je vais me limiter. Et je crois, naturellement, l'écriture, je me suis pas posé la question, est-ce que j'ai les outils pour écrire? Je dis, ben, si j'ai envie de parler de quelque chose, je vais me lancer. Mais c'est dur, l'écriture. Parce qu'on est seul devant sa feuille blanche. C'est vraiment dur. Je préfère de loin faire de la musique ou travailler avec d'autres. Mais par moments, on le fait parce que C'est une urgence. il y a une urgence d'une part, et puis il y a l'envie de raconter notre propre histoire, la chose qui te traverse, il n'y a que nous qui pouvons la raconter au mieux. Je ne dis pas que ce sera beau ou que ça fera un prix, mais il n'y a que moi qui peux en parler. Il y a certaines choses, il n'y a que toi que tu peux en parler. C'est ma propre vie et ma manière, façon à moi de voir les choses. Et à un moment donné, même si je n'aime pas écrire, ben je vais m'y mettre parce que c'est une forme de thérapie aussi. Parce qu'une fois que l'histoire est sortie, on peut respirer et ça laisse la place à d'autres histoires en plus. Oui, quand tu parles du fait que ici peut-être qu'on a du mal à accepter que quelqu'un ait envie d'être pluridisciplinaire, c'est vrai que c'est une mentalité plus européenne. J'ai envie de dire, aux États-Unis, c'est pas un problème quand on voit les acteurs d'Hollywood des années 50, Gene Kelly, etc. C'était des gens qui savaient tout faire, chanter, danser, jouer, écrire. Et donc c'est vrai que ici c'est quelque chose qui a mis peut-être plus de temps. Heureusement, je crois que c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans les habitudes et dans les personnes que j'ai reçues en conversation. Il y en a plusieurs qui sont justement multicasquettes et je trouve que c'est ça qui est beau à un moment donné de pouvoir s'appuyer sur un pilier ou un autre pilier et je pense qu'ils se nourrissent en plus les uns les autres. Oui, tout à fait, mais je pense que c'est anglo-saxon, ça, c'était, les anglo-saxons, cette approche-là de l'art, c'est qu'il y a plusieurs outils qu'on peut avoir à son arc, mais, et d'ailleurs, certains acteurs que je connais ont été étudiés ou continué leurs années en Angleterre pour obtenir ça, jouer à... Il y avait à l'époque, quand j'habitais en Anvers, une académie Terling, je pense. Il y avait une école qui s'appelait Klein Comedy, la petite comédie, où pour y rentrer, il fallait jouer un instrument. On ne te demandait pas de le jouer bien, mais c'était ce rapport à un instrument que tu choisis, que pendant ta scolarité, tu t'obliges à l'apprendre. Et c'était une manière d'ouvrir. Le théâtre, ce n'est pas que l'art de la parole, c'est aussi l'art de raconter les histoires. Les silences racontent autant que la musique et que le reste.
Et c'est assez intéressant, les portes s'ouvrent, hein, mais les mentalités changent lentement, hein. Lentement, oui, effectivement. Ben, c'est là qu'on voit aussi parfois la scission entre la Flandre et la Wallonie, c'est qu'on sent quand même qu'il y a des approches très différentes. Et c'est vrai que les Flamands sont quand même fort anglo-saxons d'une certaine manière aussi. Ils regardent beaucoup plus vers ce qui se passe en Angleterre et les États-Unis. Donc, d'une certaine manière, ils sont influencés par ça. Tout à fait. Quand j'habitais à Anvers, j'avais un ami, on allait souvent voir des spectacles ensemble et on s'amusait à se taquiner. Il me disait toujours, vous les francophones, vous êtes prisonniers de la langue. Et moi, je disais, et vous les flamands, vous êtes prisonniers de la forme. Mm. Mais c'est vraiment il y a une réalité, hein. Bon, on pourra en parler une autre fois, mais c'est très, très, très intéressant de voir cette manière d'aborder le métier avec ça comme outil, en fait. Mais justement, ça nous amène au projet Greenlight dont tu as fait partie et c'était un projet lié au KVS et donc c'était une façon aussi de mélanger différentes approches, différentes manières de faire, de mettre en lumière des auteurs africains, de rassembler des comédiens de la diaspora africaine et d'être dans un lieu, donc le KVS qui est un lieu flamand. Donc est-ce que tu peux rebondir par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça rejoint ce qu'on dit? Oui, c'est-à-dire que le projet de Greenlight, à la base, était initié par notre ami Paul. Euh, L'idée était de réunir des gens des différentes cultures, et particulièrement du continent africain, des artistes, au départ pour réfléchir sur l'identité. C'était vraiment ça au départ. Donc c'était souvent des discussions qui ont abouti sur des échanges, mais aussi c'est assez intéressant de voir aussi que ça renvoyait aussi la Belgique avec ses plusieurs identités, l'identité flamande et francophone et les germanophones dont on ne parle pas souvent, même s'ils sont liés à la province des Liens, c'est aussi une identité très intéressante. De voir aussi, prendre conscience qu'on est dans un pays multiculturel et que quand on parle des cultures, ben voilà, il faut tenir compte que notre propre logique culturelle peut être pas comprise par un autre, qu'effectivement, il y a différentes manières de communiquer. C'était assez intéressant et audacieux de permettre qu'un théâtre comme le KBS permette ça. Effectivement, c'était très chouette. Et les choses sont nées à partir de là, des gens ont pu monter des projets et ça a bougé. Mm. D'accord. Alors, tu as eu la chance, enfin, si je veux dire ce terme, tu as eu l'occasion de jouer Macbeth 2 fois. Donc, une première fois pour Michel de Zoteux et la deuxième fois, tu jouais carrément le rôle de Macbeth pour Guy Tenissen. Alors, comment te sens-tu par rapport à ces deux expériences d'une même pièce avec deux metteurs en scène différents? Ben, les deux projets se sont en fait euh, suivis d'une saison à l'autre. Donc j'ai enchaîné et je faisais des rêves sanguinaires. Donc de passer d'un Macbeth à l'autre. Mais ça c'est intéressant parce que c'est un texte sur le pouvoir et je pense que Shakespeare a écrit là précisément un texte sur le pouvoir et le pouvoir c'est quelque chose d'intemporel chez l'homme. Et c'est peut-être ça la force de Shakespeare, c'est qu'il écrit ce qui est intemporel chez l'homme. C'est pour ça qu'on sait aujourd'hui qu'en l'an 3000, on les jouera encore, parce qu'on n'est pas vraiment, on n'a pas vraiment changé à ce niveau-là. Il y a toujours les mêmes réflexes, etc. Après, les esthétiques des uns et des autres, des metteurs en scène changent, mais la parole forte de Shakespeare est toujours là. Et c'est vrai que c'est d'enchaîner deux Shakespeare comme ça, deux saisons de fil, ça m'a bien épuisé parce que c'est tellement loin de ce que je suis. En même temps, c'était intéressant parce que ça veut dire que ce rapport au pouvoir, on l'a tous et qu'il faut toujours essayer de faire dans notre vie de tous les jours, ne pas trahir ce qu'on on dénonce sur la scène de théâtre. Et parfois, c'est assez important de montrer comme les gens peuvent être ambigus à ce niveau-là. On dénonce le pouvoir sur le théâtre, mais quand toi-même on sort du théâtre avec nos voisins ou avec nos familles, on se conduit en dictateur. C'est intéressant parce que chaque jour, ça nous pose la question de comment je vis chaque journée qui passe. Il suffit pas d'avoir de bonnes idées, de belles idées. Il faut maintenant les appliquer tous les jours dans notre quotidien. Ça, c'est une autre lutte. Mais oui. Et donc, c'est en ça que le théâtre et le cinéma, l'art en général, est essentiel parce que ça nous permet de nous remettre en question, de prendre conscience un peu de nos travers ou de ce qu'on fait bien, de ce qu'on fait moins bien et de prendre du recul. C'est un miroir quand même sur qui on est et c'est vrai que c'est important de revendiquer que l'art est essentiel, oui.
Mais ça peut aller plus loin. Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours, c'est pas palpable. Je vais te donner deux exemples qui m'ont touché. Bernard Chemin, dont j'ai parlé tout à l'heure, avec les Têtes de Papyrus, ils sont allés jouer les spectacles Miroir au Canada. Et après avoir joué à Montréal, ils partaient au Québec. Et la directrice de l'école où ils étaient avant les appelle en disant il y avait une petite fille qui a vu votre spectacle, elle a perdu sa maman il y a presque 1 an et demi, elle ne parlait plus. On a tout essayé avec les psychologues, on a énormément essayé. Or, on sait que le Canada a au moins 10 ans d'avance dans ce domaine de la psychologie. Que s'est-il passé? Puisqu'après votre spectacle, elle s'est mise dans la cour de récréation, elle a commencé à parler. Et Bernard lui répond à la dame, je pense que c'est la scène du téléphone. Dans cette scène, cette petite fille, elle avait un rituel. Avant d'aller au lit, elle prenait le téléphone, elle ne parlait pas, mais on entendait une voix féminine lui parler. Puis elle raccrochait, elle allait dormir. Ce qui s'est passé dans la tête de cette jeune spectatrice, c'est que probablement le fait d'avoir perdu sa maman était trop douloureux, mais elle a fait un transfert en disant, ah oui, ma maman n'est plus là, mais je peux imaginer qu'elle me parle. Donc, elle a transposé la scène du téléphone pour elle-même. Donc, je pourrais parler à ma mère, même tout seul dans ma chambre, et imaginer qu'elle m'entend, même si elle ne me répond pas, mais elle m'entend. Et voilà cette gamine guérie. Mais comment allez-vous expliquer que le théâtre, c'est aussi ça? On sait que sur 500 spectateurs qui regardent une pièce, il y en a peut-être 4 ou 5 qui changent leur vie à jamais. On ne sait pas aller vérifier ça. Mais il arrivera une époque où on verra les rôles de l'art dans ce sens-là. Par exemple, une fois j'étais, c'est le deuxième exemple, dans une école, euh, donner des ateliers de musique et il y a le jeune professeur, c'est des élèves qui avaient 7 ou 8 ans, il me dit, voilà, je suis le professeur, je suis l'enseignant, est-ce que vous vous rappelez de moi? Je dis, non, je ne crois pas qu'on s'est déjà rencontrés. Il dit, oui, mais moi, je vous ai rencontré, j'avais 9 ans, j'ai vu les spectacles les jours, le soleil et la nuit. Ces jours-là, je sais que je serai instituteur. Waouh! Or, le spectacle ne parlait pas de ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête pour que les gens trouvent l'essence de leur vie? C'est dans ce sens-là qu'on peut être aussi essentiel. C'est qu'il a trouvé du sens à sa vie. Puisque si on fait ce métier et quand même notre rôle sur Terre, on peut ne pas jamais se poser la question sur d'où je viens, qu'est-ce que je fais sur la Terre et quel est le sens que je donne à mes actes. Et être heureux sans se poser la question. À partir du moment où on se la pose, l'art peut donner des réponses. Parce que ce qu'on donne à un public, on ne sait pas comment il va les transformer. Mais on donne quelque chose. Mais on ne peut pas le prouver scientifiquement. Mais un jour, on le prouvera peut-être. Mais oui, mais c'est très beau ce que tu dis parce que justement, ça me permet de faire une belle transition parce que tu as joué dans un spectacle mis en scène par Dominique Rotoft. Et en fait, donc moi j'étais en secondaire à Sainte-Véronique à Liège et j'étais en art d'expression et ma prof de français qui était aussi ma prof d'art d'expression a engagé Dominique pour nous donner une initiation au théâtre. Et donc c'est un peu comme ça que j'ai été mise en contact avec le théâtre. Et alors aussi à Sainte-Vé, on avait un abonnement au théâtre de la Place à l'époque. Et c'est là que j'ai vu ma première pièce de Peter Brook, L'Homme qui. Et alors, c'est des années plus tard, en retombant sur des affaires à moi, que je me suis rendu compte que j'avais vu des pièces du Varia aussi, déjà en secondaire, sans savoir que j'allais y travailler des années plus tard. Et donc, effectivement, et donc tout est un peu en cascade parce qu'effectivement, le fait qu'on soit ensemble aussi ce soir, pour moi, ça me ramène forcément au Varia, ça me ramène donc au théâtre de la Place, à mes cours d'art d'expression, à l'initiation au théâtre. Et donc, pour moi, la boucle est bouclée et c'est une façon pour moi aussi de rendre hommage à tous ces professeurs et toutes les personnes qu'on a rencontrées sur notre parcours qui influencent qui on est, la façon dont on est, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à l'art, enfin, en ce qui me concerne. Et donc, voilà, je suis très reconnaissante en tout cas. Donc, voilà. Mais en tout cas, Denis, le temps est déjà écoulé. On aurait voulu parler de 1000 choses. Je voulais juste te demander, on n'a pas parlé de tes enfants, de Shana en particulier, qui est aussi un artiste. Et ce que je trouve qui est vraiment beau avec ta relation avec Shana, c'est que vous vous encouragez beaucoup mutuellement. Donc, quand c'est pas l'un qui fait la promo de l'autre, c'est l'autre. Et ça, je trouve que c'est vraiment beau. Et donc voilà, je voulais un peu que tu nous expliques un peu comment ça se passe avec Shana en termes de processus créatif et de voilà d'émulation. Oui,
il fait sa vie en même temps. Je veux dire, quand on est, je parlais souvent avec mes amis qui sont de ma génération, qui sont maintenant profs au conservatoire, presque retraités du conservatoire, c'est que dans une école artistique, mais dans une école tout court, il faut accepter l'idée qu'on enseigne, on donne des outils à des enfants, à des jeunes qui ne feront pas du théâtre comme nous, qui ne pratiqueront pas le théâtre comme nous. Si on n'accepte pas ça, on va être très malheureux. Et donc, c'est assez intéressant, c'est que moi, je n'ai jamais demandé à mes enfants de suivre ma voie, mais ils prennent des outils, c'est que j'imagine que ça les rend heureux, et il va les faire à sa manière. De toute façon, j'ai un autre fils qui est Caïs, qui lui est un voyageur. Il aime voyager et sa manière à lui de donner du sens à sa vie, c'est ça, quoi. Il a pris un jour un vélo avec un ami, ils ont pédalé jusque Barcelone et je sais que ça a fait un autre homme. Et j'ai un beau-fils aussi, Noah, qui fait l'école de cinéma. Tous ces enfants, en fait, je me rends compte, il y a quand même un rapport avec l'art. L'art sert peut-être aussi à leur donner du sens pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. En tout cas, se poser cette question-là. Après, voilà, chacun trouve les solutions qu'il veut. Hein. Je ne dis pas que l'art, c'est la solution à tout. Mais je dis ça peut être un outil qui peut, dans certains cas, pouvoir vous donner des réponses ou vous aider à trouver le vôtre, en tout cas. Parce qu'il ne s'agit pas de données, il n'y a pas de formules toutes faites. Mm. C'est effectivement, ils trouvent la cohérence de ce qu'ils veulent faire grâce à l'art parfois. Donc on s'entraide effectivement, mais je pense que je soutiens beaucoup ce qu'il fait, il soutient beaucoup ce que je fais, mais en même temps on n'a pas du tout, ce ne sont pas les mêmes époques. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même sensibilité nécessairement. Mais voilà, je suis très fier de ce qu'ils deviennent tous les trois face à la vie, au monde et au questionnement de qui nous sommes. Oui. Une dernière question. On n'a pas parlé de Ken Diaye ni de Cecilia Kankonda. Donc, l'art aussi, c'est un merveilleux endroit pour se faire des amis et des longues amitiés, des belles collaborations. Est-ce que tu as envie de nous dire un petit peu, voilà, nous parler de Ken et de Cecilia? Ah oui, Ken, Jean-Luc, Caïs, ce sont mes frères, Sidiki et tout ça. On s'est rencontrés par la musique, puis on ne s'est plus jamais quittés. Aujourd'hui, on ne fait plus la musique, mais on est chacun dans nos univers et on est resté vraiment. J'ai dit qu'il y a la famille biologique, mais il y a la famille qu'on s'est faite nous-mêmes avec les gens. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord sur tout, mais simplement on a une humanité qui fonctionne ensemble. Il y a des choses qui nous unissent, mais voilà, on s'aime énormément, même si ça ne va pas beaucoup. Cécilia, c'est pareil, je l'ai connue à Liège, elle avait 20 ans, puis on est restés toujours amis, on s'est su les uns et les autres. Mais c'est vrai que les liens, finalement, j'avais pas pensé à ça, les liens, c'est l'art, tout compte Oui. fait. Et vous avez tous les deux un enfant qui s'appelle Shana. Oui. En tout cas, Denis, je voulais vraiment encore une fois te remercier et vraiment c'était passionnant et on pourrait t'écouter pendant des heures. Je voulais savoir si tu avais quelque chose à ajouter, si tu voulais faire passer un message. Mais dire que, voilà, le monde est là dans l'état où il est, mais il faut continuer à lutter et lutter, à espérer. Et finalement, on s'en sortira d'une manière collective. Il n'y a rien à faire. Je veux dire, il n'y a pas d'autre. L'art est collectif, effectivement, parce qu'il donne du sens et du lien pour le futur. Si on s'y met tous, je pense qu'on va pouvoir traverser cette période difficile de l'humanité. Et je crois vraiment qu'on va y arriver. D'accord, très bien, Denis, c'est vraiment des belles paroles. En tout cas, encore merci et bonne continuation dans tous tes projets, les prochaines mises en scène, les prochains films, etc. En tout cas, merci. Pour tous ceux qui nous ont suivis, encore une fois, merci beaucoup. On va lire les commentaires, on va essayer de répondre, mais on fera ça en off. Merci de nous avoir suivis. Pour ceux qui veulent, vous pouvez vous abonner aux chaînes YouTube, Facebook et Instagram et on se retrouve pas la semaine prochaine, mais la semaine suivante. En tout cas, encore merci et au revoir à tout le monde. Au revoir Denis, merci. Merci, au revoir tout le monde.